Et oui, c'est notre 9e année consécutive de démarche développement durable en santé chez nous, à l'hôpital privé nord parisien. Une longue aventure. On l'a initié avec effectivement le CDDS. Aujourd'hui, nous voulons que cette action soit pérenne dans le temps. Et donc le rapport RSO va être là justement pour faire à la fois un petit feedback sur le passé, nous dire un petit peu ce qui se passe dans le présent et nous projeter après dans l'avenir. On y va? C'est parti. Alors, nos valeurs. Les valeurs sont très importantes pour initier toute démarche et tout projet et pour fédérer les équipes autour de nouvelles missions et à la fois pour créer une gestion collaborative. Une gestion collaborative, n'est-ce pas, au sein de HPNP. Alors, quelles sont ces valeurs? Ces valeurs qui nous donnent du sens, la pluridisciplinarité, la qualité et la sécurité des soins, incontournables, non négociables chez nous. La collaboration, je vous le disais en 2 mots tout à l'heure, le respect. Sans le respect, nous ne pouvons travailler ensemble. C'est la première des valeurs auxquelles nous, à l'hôpital privé nord parisien et même ailleurs chez vous, nous tenons. L'humanisme et la solidarité, l'engagement de tous les professionnels de santé, quelle que soit leur strate au niveau de l'établissement de santé. La reconnaissance des salariés envers eux-mêmes, la reconnaissance des encadrants envers leurs propres salariés et la reconnaissance de la direction envers tous les salariés. La solidarité va de mise, surtout dans un bassin de vie tel que le nôtre, ici dans le 95. La proximité est aussi primordiale, voyez-vous, on a une proximité, j'allais dire, entre encadrants, avec les professionnels, la direction avec nous et surtout avec vous. À chaque fois que nous nous côtoyons au quotidien lors de nos différents partenariats, nous sommes proches. Et nous voulons cette proximité et nous la revendiquons. La convivialité, oui, la convivialité est importante. Elle permet justement d'avancer dans nos projets. L'innovation, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Donc, nous allons découvrir. Et enfin, bon voilà, nous avons dit la collaboration. Donc, la plupart d'entre vous connaissent l'hôpital. On a fait 2 petites slides rapides pour vous rappeler ce que l'on fait. Donc, c'est des chiffres de 2017. Donc, 350 professionnels, plus de 6100 patients hospitalisés, 12 700 en ambulatoire. Donc, c'est le centre Alfred Kessler que vous avez en face. Il y a aussi une partie ambulatoire sur le bâtiment principal. 25 600 séances, donc on a à la fois de la dialyse, où on peut faire les 3 dialyses, hémodialyse, UDM et autodialyse, et de la chimiothérapie. 30 000 passages aux urgences, 11 000 opérations chirurgicales, 1500 bébés qui naissent dans notre maternité, on est extrêmement fiers. Et notre maternité est de niveau 2A, c'est-à-dire qu'elle a une néonatalité aussi. Et 250 lits et places en tout en hospitalisation complète jour. Tout ça pour vous dire que, comme vous l'avez compris, on est un établissement pluridisciplinaire. Et vous avez ici donc, les 5 pôles médico-chirurgical, les autres spécialités, le pôle mère-enfant, les urgences, la dialyse, et l'ensemble des champs et des domaines de compétences sur lesquels vous pouvez venir à l'hôpital privé nord parisien. Alors, si nous interrogeons régulièrement nos patients, c'est parce que le patient, bien évidemment, est notre priorité. Et nous l'interrogeons de différentes manières. Au quotidien, lorsque les professionnels côtoient nos patients, à travers des questionnaires de satisfaction, qu'ils soient à travers l'hôtellerie, par exemple, mais aussi à travers les questionnaires de satisfaction qu'ils doivent remplir lorsqu'ils sortent. Aujourd'hui, nous avons évolué quant au retour de ces questionnaires de satisfaction. Nous sommes passés effectivement de 1,5% à 14% en 2017. Et la satisfaction globale, d'une manière générale, s'élève aux alentours de 93%. Ce n'est pas à la fois un hasard, c'est le travail de tous les professionnels de santé qui sont proches des patients, mais aussi qui sont, j'allais dire, en arrière-plan, qu'on ne voit pas, et qui sont aussi très importants. Et puis aussi, depuis 2 ans, on s'est aperçu qu'il y avait un domaine qui était un peu délaissé par l'ensemble, on va dire, des autres hôpitaux et cliniques, c'est les réseaux sociaux, les canaux de communication intranet. Et quand on regarde un peu, très peu administrent leur page Facebook, très peu sont sur LinkedIn, très peu
ont créé d'autres pages pour pouvoir avoir des retours directs de leurs patients. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, comme vous pouvez le voir, on a LinkedIn, YouTube, on a aussi une chaîne, Facebook, nos fiches Google. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients qui vont poser des questions ou qui vont exprimer peut-être un mécontentement. C'est la bonne occasion de le comprendre et de pouvoir aussi communiquer avec eux par ce biais-là. Tu as raison de le dire. La perception des patients est importante pour nous car elle nous permet de progresser et de comprendre leurs interrogations et leurs mécontentements. Parfois, il suffit, c'est juste effectivement une incompréhension, un message qui est mal passé. Et ce que tu fais à travers les réseaux sociaux, de répondre en direct, quasiment en temps réel, au patient qui a exprimé un mécontentement, permet justement de lever ces interrogations. Mais ce n'est pas un travail facile, sachant que ceux qui vont venir poser des commentaires, sachez que 80% c'est ceux qui veulent se plaindre. Forcément, ceux qui sont contents, ils ne vont pas vous le dire. Donc, voilà, il faut aussi faire la part des choses. Il y a toujours, alors c'est bien de voir une vision, mais tout de suite ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux professionnels aussi ce qu'ils en ont pensé, et avec, en compagnie de la juriste qui est responsable des usagers, on s'occupe après de faire une réponse adaptée. Tout à fait. Encore un dernier mot. Dominique reçoit aussi beaucoup, Dominique Van Den Rich, notre DSSI et RAC, reçoit aussi en amont beaucoup de patients dans son bureau, justement pour, j'allais dire, les soulager d'une certaine manière. On est là pour ça, d'une certaine manière, et aussi les réconforter quant à leur prise en charge. Alors, diapo suivante. On rentre dans le cœur du sujet. Alors, la qualité de l'air, impératif. Vous êtes là avec nous aujourd'hui, nous respirons le même air, mais quelle est cette qualité de l'air? Aujourd'hui, nous avons pour mission d'offrir à la fois pour notre patientèle et pour les professionnels une qualité de l'air, j'allais pas dire irréprochable parce que c'est impossible, mais en tout cas qu'il soit le plus simple possible. Alors, nous avons, avec Primum Nonocere, notre agence de conseil qui nous accompagne depuis 2009, proposé une charte avec 10 éco-gestes à mettre en œuvre au sein de l'établissement de santé. Et nous demandons à tous les salariés, finalement, de s'inscrire dans cette démarche. Nous faisons aussi des contrôles annuels, mesure de la qualité de l'air. Et c'est en toute transparence, voyez-vous, qu'on vous présente des résultats. Nous ne sommes pas parfaits, comme tous les établissements. Nous avons des zones où tout marche bien, et puis nous avons des zones où, finalement, des attitudes comportementales, des zones, j'allais dire, des points de stockage, de produits, qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous demande la réglementation d'une part, parfois, mais et parfois comment dirais-je, des appareils qui dysfonctionnent, auquel cas nous devons y répondre. Et ces contrôles nous permettent justement d'être en alerte et de pouvoir aussi mettre en œuvre les actions correctives qui s'imposent. Donc, oui, ok, pas de problème, parfois on atteint un niveau 4, mais tout de suite il y a un plan d'action derrière et nous retournerons, lorsque nous referons notre contrôle, à un niveau 1 ou à un niveau 2. L'importance aussi pour le patient, c'est de renouveler l'air de la chambre des patients, de travailler sur les risques chimiques en même temps, puisque ces produits s'évaporent, nous en utilisons beaucoup, donc ça fait un cocktail de produits qui s'évaporent dans l'air et que nous respirons. Une fois par jour, une fois dans l'année, j'allais dire, c'est pas très grave, mais lorsqu'on sait qu'on va travailler 45 ans de notre vie au sein de l'établissement de santé, que ce soit, je vois M. Pourrel, c'est aussi dans vos véhicules, parce qu'on a fait la mesure de l'air dans vos véhicules aussi, eh bien, c'est la même chose. La protection des salariés est primordiale pour l'établissement de santé. Rudy, c'est à toi. Moi, c'est un sujet qui nous tient aussi à cœur, qui a été l'objet d'une précédente matinale en développement durable. Donc, les perturbateurs endocriniens, comme on le sait tous, ils sont un peu de partout dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on respire. On est entouré de ces perturbateurs et l'objectif pour nous, c'est déjà de travailler en amont, donc au service des achats. Donc, par exemple, dans notre maternité, l'ensemble des peintures, l'ensemble des revêtements de sol, c'est des matériaux qui sont garantis sans perturbateurs endocriniens, sans COV, composés organiques volatiles. On a mis en place pareil. À chaque fois, c'est extrêmement important d'être andragogique et il est extrêmement important de communiquer. Donc, et de communiquer simplement. Donc, on a mis en place ces premiers 10 éco-gestes à destination du personnel. On les a mis aussi sur Facebook pour qu'ils puissent profiter à tous, à chacun. Et ensuite, on a fait quelque chose de très enrichissant et
je trouve, qui donne vraiment un sens à notre démarche. C'est tous les mois, quand Monsieur Olivier Thomas vient nous rencontrer pour faire des points sur les situations, on va dans le service maternité et on rencontre les mamans, les futures mamans, celles qui sont déjà là, les papas, et c'est très important qu'ils soient associés à cette démarche. Et pendant 1 heure, on parle des perturbateurs endocriniens. Alors, on n'est pas là pour dénoncer des marques, ça n'a pas grand intérêt, même s'il y en a quelques-unes qu'on a dans notre collimateur, mais on est surtout là pour leur apprendre et leur ouvrir un peu à cette connaissance qu'on a eu, nous, la chance d'avoir. C'est très très simple, on leur explique par exemple toutes les matières plastiques, ça ne va pas dans un micro-ondes, puisqu'autrement le plastique se retrouve dans ce que vous êtes en train de boire. On explique très simplement qu'il faut aérer les pièces pour la qualité de l'air intérieur. On va expliquer que, attention, quand vous allez acheter des meubles, ces meubles-là vont être émissifs de COV, donc personne ne va communiquer là-dessus, mais c'est très important de faire attention parce que pendant 15 ans, 20 ans, ça va continuer à émettre dans la chambre du petit. On va leur apprendre à lire des étiquettes, on va leur donner des conseils, notamment sur les applications. Maintenant c'est formidable, on a tous des applications qui sont très accessibles, comme Yuka par exemple, qui vous permet de dire si l'aliment est bon ou pas. Et il y en a plein d'autres, My Cosmétique Bio. Et on essaye tous les mois de s'asseoir, c'est une conversation, on essaye d'être le moins possible anxiogène parce que c'est des sujets, tu as l'impression qu'en sortant de ça, ils vont rentrer chez eux, ils vont tout jeter. Et on leur explique que non, mais le but c'est quand tu dois changer quelque chose, tu fais attention, tu prends un peu plus de temps une fois, et puis après ça sera bénéfique pour le reste. Voilà. On a de très très bons retours là-dessus, on a des gens qui posent beaucoup de questions, qui sont intéressés, et pour nous, quand je parlais du côté valorisant, c'est extrêmement valorisant pour le travail qu'on fait, puisqu'on sait que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont ramener ça avec eux, qu'ils vont peut-être commencer à chercher, à se renseigner en tout cas, et puis surtout ils vont communiquer aux autres. Et c'est tout le but de notre démarche, c'est de propager cette je veux dire bonne parole, mais en tout cas cette connaissance-là. Et du coup, fort de cette expérience, on a fait la même chose pour les champs électromagnétiques. Pareil, on a mis en place 10 éco-gestes et on va dans les services, aux rencontres de nos salariés, on fait des petites réunions, alors c'est pas fait tous les mois mais c'est fait trimestriellement. Et on s'assoit avec eux et on va discuter. Et c'est quand même dingue d'aujourd'hui, pourtant on va dire le cordonnier le plus mal chaussé, je vais dire le soignant qui n'a pas forcément de choses qui peuvent être nocives directement pour sa santé. Et quand on parle de champs électromagnétiques, alors c'est peut-être un mot que vous commencez à entendre, mais c'est des choses qu'on sait très simplement. Quand je mets un micro-ondes, par exemple, je ne mets pas ma tête devant. Parce que on a fait des radios et on a vu que les ondes électromagnétiques traversent littéralement votre cerveau. Donc forcément, ça ne peut pas être bon. On leur explique que la nuit, le téléphone portable, il est mis en mode avion. Parce qu'autrement, toute la nuit, il va émettre. Et puis surtout, si vous êtes en mode Wi-Fi, donc le Wi-Fi va traverser votre champ pour aller vers votre téléphone portable. Donc on essaie de donner des exemples très très concrets pour que le propos soit facile à comprendre et puis surtout pour que tout de suite il y ait des actions directes à mettre en place. Alors tu as dit 2 mots, éclairer, communiquer, c'est notre propos lorsque nous formons les nouveaux arrivants. Oui, c'est ainsi que nous, en fait, nous impliquons nos professionnels. Il a été institué au sein de l'hôpital privé nord parisien une obligation pour tous les professionnels de santé de passer par cette formation de nouvel arrivant. Alors, que comprend-elle? En vérité, nous ne sommes pas là pour de parler de leurs compétences techniques, de leur savoir-faire. Non, ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste de baliser le périmètre dans lequel les professionnels de santé vont évoluer. C'est ça le propos, la culture d'entreprise. La culture de notre entreprise prend en fait cette forme pas nouvelle, parce que maintenant elle est présente depuis 9 ans, mais nous les impliquons dans le développement durable en santé. Et nous leur disons tout simplement, voici comment nous fonctionnons. Voici ce que nous attendons de vous au travers déjà des quelques points que moi-même et Rudy et moi-même avons évoqués. Elle a du sens pour nos patients, elle a du sens pour vous-même, professionnels de santé. Il ne s'agit pas de venir travailler et de repartir avec une possibilité peut-être plus tard de développer une quelconque maladie. Vous devez vous impliquer avec nous. Comme je vous disais, ça a du sens. Le sens est important. Les valeurs que nous promouvons ont du sens. Et nous devons, tout professionnel qui se respecte doit les respecter. Et doit finalement s'impliquer dans cette démarche de développement durable.
À travers ces différents points, on a parlé des perturbateurs endocriniens, donc nous les éclairons sur le sujet. Et ainsi, ils peuvent reproduire ces mêmes conseils chez eux, à travers le dépistage des phtalates dans les dispositifs médicaux, par exemple. Nous allons parler tout à l'heure des nuisances sonores, effectivement, c'est important. J'anticipe un petit peu, mais juste en 2 mots, nous avons ce respect pour le patient, qu'il soit en fait soigné, pris en charge, dans, je vais dire, dans le calme et la sérénitude. Donc, tout salarié qui ne veut pas, qui ne s'inscrit pas, s'exclut automatiquement de notre culture entreprise et ne pourra pas travailler à long terme chez nous. Mais celui qui le veut, celui qui trouve que ça a du sens, reste. Et il y a donc de ce fait un climat d'appartenance à l'entreprise qui naît. Et on verra plus tard cette notion de bien-être qui forcément va vers nos salariés, qui est aussi un des piliers du développement durable. Et cette notion de bien-être, elle s'inscrit dans la vie de tous les jours. Si ce n'était que pour nous une communication ou quelque chose de marketing, pour les patients, pour faire venir plus de patients, bon, ça n'a aucun sens. En revanche, quand on leur explique que ce qu'on fait, c'est surtout pour eux, puisque le patient, il va rester, j'espère, pas plus de quelques jours pour lui, tandis que le salarié, il va travailler plus de 300 jours par an. Donc, voilà. L'idée, c'est que c'est vraiment le faire rentrer dans cette démarche, lui faire comprendre que Saint-Pierre a des valeurs, et que ça fait partie d'une valeur forte. Et on arrive dans ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'innovation. Depuis grand nombre d'années, l'hôpital était déjà dans cette démarche d'innovation. Ils avaient déjà reçu des jeunes inventeurs, comme par exemple les poignées en laiton, qui ne sont pas conductrices de maladies nosocomiales. Un des soucis. Voilà, un des soucis. Et ils avaient déjà, en tout cas, ils étaient extrêmement ouverts à cette démarche. Depuis 2 ans, on a un peu plus structuré la démarche et on a adhéré au Wilco, qui est un accélérateur de start-up, qui est une fondation, qui est un accélérateur donc, parmi les différents champs de domaine, il y a la santé, et on a le plaisir d'avoir les personnes de Wilco qui vont bien vous en parler. Et aussi, on s'est dit, si on voit déjà des entrepreneurs qui ont des idées, pourquoi ne pas aller en amont? Et aller en amont, c'est peut-être aller voir des écoles d'ingénieurs. Des écoles d'ingénieurs avec des structures de e-santé. Donc on a été au bout de notre démarche et on a proposé des projets donc à Essier, Paris. Et on a eu en face de nous des étudiants extrêmement motivés qui se sont servis des dossiers qu'on leur a donnés pour faire leur mémoire de fin d'année. Et ils ont travaillé sur un projet, on leur a donné 4-5 sujets qui exprimaient un besoin, quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver sur le marché. Et on a eu en face de nous des petits jeunes extrêmement motivés qui ont pu aller dans les services, qui ont pu parler aux professionnels, qui ont pu déjà avoir un avant-goût de ce que pouvait être leur vie plus tard. Et au final, on avait demandé une sorte de device multi-capteur qui pourrait nous aider pour les patients, pour gagner du temps. Et à la fin, ils ont délivré quelque chose. Alors forcément, c'est très compliqué de travailler avec, vous savez très bien, les certifications, les normes. Bon, pour mettre ça dans un hôpital, il y a de longues années derrière, mais voilà, on a eu quelque chose de concret, on a eu des étudiants très motivés et très contents de leur expérience, et nous aussi dans notre, on va dire notre culture de partage et de transmission, on est au tout début et ça a été une source de fierté pour nous. Notre engagement tout Forten, c'est la première action que nous avons menée ensemble lorsque nous avons débuté cette aventure. Aujourd'hui, ce qui est important de noter, nous avions comme objectif, Olivier, je parle sous ton autorité, une réduction, n'est-ce pas, de 30%. D'accord ? Et nous avons dépassé cette réduction, puisque aujourd'hui, par les efforts menés par la direction, eh bien, nous avons, et puis par les salariés aussi dans leurs attitudes comportementales, eh bien, car nous avons diminué de 43% nos gaz à effet de serre. Donc nous avons dépassé notre objectif. Super, tant mieux, mais ce n'est pas pour autant que nous devons donc nous reposer sur nos lauriers, parce que nous pourrions justement rétrograder. Donc on continue justement à travailler d'arrache-pied pour maintenir et réduire d'autant plus nos gaz à effet de serre. Et donc du coup, on va dire un peu plus symbolisé, c'est ce qu'on appelle l'IDD santé, qui est un indicateur qui reprend 6 grands indicateurs environnementaux, qui apparaît pas très bien, mais ça symbolise
un peu l'ensemble des variables que tous les ans on va demander, d'ailleurs à certains d'entre vous, le fournisseur et le prestataire, pour essayer d'avoir des éléments comparatifs d'une année sur l'autre. Alors, ça ressort mal, mais ne vous inquiétez pas, à la sortie, vous aurez le rapport en entier RSO, et vous l'aurez de meilleure qualité. Mais pour vous dire rapidement, quels sont les grands éléments qui sont, nous, vecteurs d'attention et surtout vecteurs essayer de chercher à chaque fois des axes d'amélioration, donc l'énergie, l'eau, la consommation de papier, qui est extrêmement importante, l'indice déchets, donc combien de filières différentes de recyclage on a mis en place. On est très fiers d'en avoir mis une nouvelle cette année, et Upcycle vous fera la démonstration et vous en parlera. Et forcément, ça va nous donner notre indice carbone et l'indice BGS, qui est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et on ramène tout ça à un nombre de journées, et en ramenant ça à un nombre de journées, ça nous permet de nous comparer aussi à ce qui se passe nationalement, localement, et ça nous permet aussi de nous améliorer tous les ans. Politique d'achat responsable. Important, elle vous concerne, elle nous concerne, et c'est avec vous que nous travaillons. Je ne vais pas commenter la charte, mais juste le tampon éco-achat. À chaque fois que nous faisons un achat, eh bien, nous nous interrogeons, et nous vous interrogeons non pas directement avec ces termes-là, mais au travers des questions. Un, sur l'énergie, la consommation énergétique, puisque nous travaillons sur les gaz à effet de serre en même temps, eh bien, quelle est la consommation de votre produit? En coût global, à partir de la fabrication du produit, des matières premières, jusqu'à la fin de vie du produit, eh bien, comment vous l'avez envisagé? Comment vous avez structuré? Et que proposez-vous pour l'entreprise en matière d'élimination des déchets, par exemple? L'étiquetage, très important. Nous, ce que nous désirons, c'est maintenant acheter le moins de produits possible à chaque fois que nous pouvons, présentant des pictogrammes de dangerosité. C'est simple, c'est clair. À part les désinfectants, bon, on peut, mais à chaque fois qu'on le peut, les peintures, on a fait un gros travail sur les peintures, par exemple, puisque les peintures, eh bien, nous les appliquons sur tous les murs, et finalement, ce qui dégage des composés organiques volatiles, ou si on n'en dégage pas, eh bien, il y a une importance sur le sujet. Les emballages, j'en ai parlé, oui, les prestataires nous inondent parfois d'emballages, et c'est à nous, hôpital, de nous en débarrasser, de trouver les filières. Non, nous devons le faire de manière collaborative ensemble, pour trouver à chaque fois que possible des filières d'élimination de tous ces emballages. Bilan carbone, bien évidemment, cela va de soi. Quel est le bilan carbone de votre produit? Eh bien, si je peux trouver moi un produit à proximité de l'HPMP, je privilégierai ce produit à condition qu'il réunisse toutes les conditions nécessaires. Et cette année, une nouvelle notion, parce que c'est bien, tous les ans, on va essayer d'être un peu plus vigilant, et c'est comme ça qu'on maintiendra un grand niveau de satisfaction, en tout cas, ou de résultats. Et cette année, nous regarderons aussi le volume sonore des produits que nous achetons. Juste un point, n'oubliez, la charte de partenariat, elle est importante, puisqu'elle nous permet de nous rencontrer chaque année, puisque nous-mêmes, nous vous invitons justement à partager notre engagement au développement durable, et nous voulons qu'elle transpire dans vos propres sociétés, et nous serons exigeants en la matière. On vous demanderons un petit résumé dans une page sur les 9 points que la charte de partenariat propose. Restauration et nutrition, c'est un grand volume chez nous, forcément, entre la consommation de nos salariés et celle de nos patients. Ça fait partie d'un des points sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. On a commencé à mettre en place des éco-gestes sur des bonnes pratiques, on va dire. Et ensuite, grâce à la participation de Sodexo, on a été un peu plus loin. On a la chance d'avoir une super diététicienne qui nous donne tous les mois des fiches nutrition, donc des conseils qu'on relaie à la fois sur notre intranet et via on a un journal interne qui s'appelle la Gazette de l'HPMP. Donc on relaie ces informations-là. Et vous êtes peut-être passé devant, dès qu'on arrive au self, on va vous poser la question des quantités que vous souhaitez. C'est le 1, 2, 3 fourchette ici. Et maintenant, depuis un an, on sait aussi l'origine des produits, c'est-à-dire
c'est les agriculteurs. Et c'est cette petite affiche que vous voyez là. Donc on va savoir d'où viennent les salades et on va connaître le nom de l'exploitant, on va avoir sa petite photo. Et je pense que humaniser aussi cette démarche la rend encore plus belle. Dans les choses aussi sur lesquelles on est fier, il y a trois points. C'est notre, on est vigilant de consommation de sel. Elle est passée de 165 kg en 2016 à 158 en 2017 et elle était encore plus haut dans 2014, donc c'est vraiment une courbe basse. La diminution de la consommation de viande rouge qu'on essaye de remplacer le plus possible par du poisson, par du poulet. Donc consommation de 877 kg en 2016 et 832 kg en 2017. Et aussi, et c'est aussi une grande fierté, la diminution de sucre qui, elle, s'est effondrée. On est passé de 332 kg en 2016 à 167 kg en 2017. Et on a fait quelque chose de très simple et que vous pouvez faire tout de suite dans votre entreprise. Lorsque vous allez commander un café, vous demandez à la personne qui vous sert le café de vous poser une question très simple. Est-ce que vous le prendrez avec ou pas de sucre? Sachez que quand on vous donne une petite bûchette de sucre, si vous la touchez, il faut l'acheter. On ne peut pas la recycler, on ne peut pas la réutiliser. Donc, et c'est ce qu'il faisait, il achetait. Depuis qu'on a mis cette action extrêmement simple, vous voulez avec ou sans sucre, on a diminué quasiment de moitié notre consommation de sucre, ce qui est énorme. 48%. Le bien-être au travail, de la même façon que nous interrogeons nos patients, nous interrogeons nos salariés. C'est le pouls de l'entreprise, c'est hyper important pour nous, car c'est ainsi que nous décelons très très vite, à bas bruit, les problématiques qui peuvent se présenter dans telle ou telle unité, pour pouvoir exactement interroger les salariés qui ont été interrogés de manière anonyme et de lever un plan d'action en adéquation. Là, voilà, on a des salariés qui disent bien, à raison, pratiquement 65% disent bien, on est bien là où nous sommes. Un climat social qui est ensoleillé, comme aujourd'hui, très agréable. Un niveau de stress, voilà, on ne peut pas dire qu'on n'est pas stressé. Un petit peu, voilà, un stress moteur, j'allais dire, hein, comme vous dites. Comment? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu stresses, là, hein? Non, pas du tout. Okay. Un taux d'absentéisme bas, comme le l'indique. Et puis surtout, moi je suis très valeur, en fait. Hein. Vous avez remarqué, les valeurs. Alors on interroge nos salariés sur les valeurs. Et que nous ont-on dit? Que ne disent nos salariés sur les valeurs? Regardez, ambiance, entraide, et puis écoute. Voilà. Donc ça veut dire que finalement, ces trois valeurs, ce sont celles que nos salariés retrouvent au sein de notre établissement. Comme on vous l'a dit, cette démarche n'est belle que si on arrive à intégrer le plus grand nombre dans cette démarche. Et donc c'est le troisième fondement du développement durable, qui est l'axe social et sociétal. On a eu la chance d'avoir de partenaires extrêmement à l'écoute, et notamment, parce qu'il est là, je l'aurais cité même s'il n'était pas là, la société TSU, qui a instauré depuis quelques années le covoiturage pour nos patients en dialyse. Ça a réduit considérablement déjà la facturation vers la sécurité sociale, ça a remis du sens, du lien entre les patients qui discutent dans les ambulances et forcément une ambulance qui fait un trajet qui revient alors qu'il y a un patient juste à côté, les heures sont quasiment les mêmes, donc il y avait un vrai sens là-dessus. C'est l'un des seuls à être entré dans cette démarche. Alors Monsieur Pourré, le responsable des TSU, va encore plus loin, il met des ambulances électriques, il a signé la charte non-fumeur, il fait attention à plein d'autres choses, mais voilà, il a eu un très bel article d'ailleurs dans le Parisien à ce propos. Et aussi, du coup, on a la chance d'avoir des voisins, et ces voisins, on a la chance qu'ils soient aussi un peu ouverts à cette démarche de développement durable. Et comme M. Thomas vient tous les mois, on s'est dit pourquoi on ne va pas juste franchir la roue, c'est très rapide, et on va faire pour eux des petites mesures de qualité de l'air, et on va aussi peut-être étudier leur consommation, mettre en place un BGS, et leur donner le rapport pour essayer, on va dire, de créer cette petite étincelle qui pourra après allumer le feu de la passion du développement durable. Et enfin, c'est un peu, voilà, c'est aussi, il est important de rentrer dans ces grandes causes, et ces grandes causes, c'est intégrer le plus grand nombre, mais c'est ce côté sociétal. Donc, comme on nous en a parlé, faire du mécénat, puisque le Wilco est une fondation. Mais soutenir aussi des associations. L'année dernière, fin de l'année, une association qui s'appelle Afrique Glaucome, qui
nous a demandé si c'était possible de faire des récoltes de paires de lunettes qui seraient envoyées à des enfants à Bangui. Et on a récolté, grâce aux participations de nos salariés, plus de 350 paires de lunettes. Donc ils étaient extrêmement contents. Donc c'est pour le bénéfice de petits-enfants là-bas. Voilà. Il y en a pas mal d'autres, sachant que dès qu'on a un matériel, des vieux brancards, des vieux lits, des choses que l'on n'utilise plus, on les donne systématiquement aux associations. Et enfin, la biodiversité. Voici nos charmantes petites abeilles. On a la chance d'avoir 2 ruches. Donc il y a l'apicultrice qui sera dehors. Vous aurez d'ailleurs, on vous offrira un petit pot de miel de l'HPNP. Donc 80 000 abeilles qui m'ont déjà piqué 2 fois de mon plus grand bonheur. Mais pour l'instant, tant que je suis le seul, ça va. Je l'ai voulu, je l'ai eu, donc c'est pas grave. Surtout, ce qui est intéressant de cette démarche, c'est pas qu'une apicultrice vienne, nous donne du miel et qu'on s'en occupe pas. Elle vient dans les périodes d'été à peu près tous les 15 jours, un mois, et on essaye de réunir une équipe de 5, 6, 7 personnes. Et il y a aussi, voilà, il y a cette sensation d'être utile et de faire des choses bien. Vous savez, les abeilles sont les premières, on en parle beaucoup là ces temps-ci, premières victimes de la pollution, des monocultures, de tout ce qui peut être mauvais. Elles sont extrêmement sensibles à ça et le taux de mortalité des abeilles il est triplé depuis quelques années. Donc c'est notre petite pierre à l'édifice, c'est notre petit colibri à nous. Mais c'est extrêmement valorisant et c'est une vraie source de fierté aussi et de partager ça avec les salariés. Alors juste un petit mot, reviens juste si tu peux, sur les abeilles. On a une façon, nous, très simple de mesurer finalement la qualité de l'air à l'hôpital et autour de l'hôpital. Ben, on a notre indicateur, les abeilles. Pour vous garantir qu'autour de l'HPNP, vous respirez un air sain, même si on a un sarcelle. Elles sont là, elles produisent, et vous verrez une qualité de miel, franchement, très bonne, de bonne qualité. À consommer avec modération, vous verrez, mais une petite cuillère tous les matins, franchement, et vous repartez de manière très positive. Merci Maïté pour ce conseil. Mais de rien. Et donc forcément, une démarche doit s'inscrire dans la durée. On a la chance d'avoir des patrons visionnaires et ils ont relayé, ils nous ont un peu donné cette possibilité-là de se projeter sur des projets. Donc c'est des projets qu'on avait pour début 2018. On est extrêmement fiers déjà d'en avoir réalisé quelques-uns. Labelliser notre maternité éco-responsable. Oui, Rudy vous l'a dit, on est très engagé, on veut une maternité éco-responsable. Donc ça sera notre projet pour cette année. Récupérer les eaux de pluie. On a eu un sacré potentiel de récupération ces temps-ci. Et c'est dommage, on est passé à côté. Mais l'année prochaine, j'espère qu'il pleuvra moins, mais on essaiera de mettre un système pour récupérer les eaux de pluie. Alors, on est un établissement de santé, donc très compliqué de s'en servir pour autre chose que les espaces verts, mais c'est déjà ça si on peut le faire. Continuer à dématérialiser un plus grand nombre de documents administratifs. Déjà, nous recyclons et travaillons avec la Poste pour récupérer, nous avons à peu près recyclé plus de 2 tonnes de papier. Donc maintenant, à nous de ne plus travailler avec nos classeurs respectifs, mais de dématérialiser tous nos documents. Mettre en place des solutions de covoiturage. C'est un projet qui est un peu long parce qu'il faut vraiment bien identifier les besoins. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir le faire? Faire quelque chose pour juste faire de la pub, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. C'est la même chose que créer une start-up sans avoir un marché. C'est super, tu as créé ta start-up, mais si derrière tu ne peux pas le vendre, ça ne sert à rien. Donc là, c'est le même principe. C'est un vrai gros projet à mettre en œuvre et on est en train d'essayer de récolter les informations pour voir s'il a un sens. Supprimer l'utilisation du format et le remplacer par un procédé alternatif. C'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Nous y travaillons depuis déjà au moins une bonne année. On a trouvé les procédés, mais maintenant il faut le mettre en œuvre. C'est hyper important pour nos salariés. La démarche RSO, on parle d'innovation, donc c'est aussi à nous de montrer l'exemple dans ce domaine-là. Plus de support papier, ou en tout cas le moins possible. Et comment faire pour la dématérialiser de manière, on va dire, un peu ludique, pour pas aussi que ce soit un cours qui n'intéresse personne. Voilà. Donc là aussi, c'est un axe de réflexion pour la fin du deuxième semestre. Effectuer des investissements matériels pour le renforcement de la sécurité, sûreté et cybersécurité. Cela occupe tous les établissements.
déjà avec des plans Vigipirate déjà qui sont actifs, le plan de sécurité des établissements auxquels nous devons répondre, avec en termes de cybersécurité les ransomware auxquels nous devons tous être vigilants et faire attention lorsque nous ouvrons par exemple nos boîtes mail et les messages. Tu fais la suite, le suivant. Ah oui, tu me laisses. Ok, d'accord. Acheter d'autres appareils de nettoyage vapeur. Oui, nous avons acquis un appareil vapeur justement pour diminuer la consommation des produits chimiques, pour réfléchir à une autre manière de sécuriser d'un point de vue nettoyage les chambres des patients. Et puis maintenant, nous voulons peut-être aller vers le bloc opératoire. Recycler le marc de café, 500 kg consommés. Alors, on pensait commencer à essayer de le prendre pour lire l'avenir, mais ça n'a pas vraiment marché. En revanche, on l'a transformé en quelque chose d'exceptionnel et gustativement exceptionnel, je vais dire, et on vous en parlera tout à l'heure. Nous nous sommes engagés depuis déjà quelques années à ce que nous soyons hôpital non-fumeur. Voilà encore un travail sur lequel nous devons encore redoubler d'efforts. C'est pas si simple que ça. Nous avions des maquages aux abords de notre hôpital qui disparaissent. À nous de les renforcer et de travailler sur, j'allais dire, des solutions plutôt inventives pour inviter les fumeurs d'une part à déposer leurs mégots de cigarettes sur des bornes qui serviront ensuite à recycler ces mégots. Et c'est tout le sens de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire à chaque fois on se creuse la tête pour voir les nouvelles filières de recyclage, qu'est-ce qu'on peut remettre en avant, qu'est-ce qu'on peut valoriser, qu'est-ce qui peut... Voilà. Il y a aujourd'hui, et c'est aussi le but d'être avec Wilco, avec des écoles, puisque la richesse, la spontanéité qu'on peut observer aujourd'hui en France, c'est un élan fantastique qui est en train de se produire. Il faut s'en servir, il faut utiliser un peu leur ingéniosité pour avancer et notamment trouver de nouvelles filières de recyclage. Et alors là, c'est un travail que malheureusement on essaye de faire à titre individuel pour notre établissement, mais les solutions n'aboutissent pas forcément. Nous représentons un petit gisement. Et donc j'en profite puisque nous avons avec nous des membres de Santé Cité en même temps, c'est de mutualiser et réfléchir pour ceux qui se trouvent en même temps sur l'Île-de-France ou ailleurs, de réfléchir à d'autres solutions. Comment, à l'échelle finalement d'une région ou alors au niveau national, arriver à quantifier un gisement et à pouvoir ensuite, pas créer, mais inviter déjà les entreprises qui travaillent dans les filières de recyclage à prendre en compte notre gisement. Je pense au plastique, je pense au verre, par exemple, verre médicamenteux, où je sais qu'à un certain moment, il y avait Albi qui a travaillé sur une solution avec les établissements du Sud. Nous, pourquoi en Ile-de-France nous ne pourrions pas le faire? Parce que ces déchets sont encombrants pour nous dans l'établissement et ne devraient pas passer forcément par la filière des déchets à risque biologique, mais plutôt par une filière des risques chimiques en vue de valorisation. Voilà pour le rapport RSO. C'est un grand plaisir qu'on vous retrouvera tous, et on vous a noté l'année prochaine, pour vous dire sur cette liste-là ce qu'on a pu faire et comment on a pu avancer, et surtout vous montrer la nouvelle liste. Et pour nous aussi, c'est un vrai moteur. Grâce à vous, vous nous mettez aussi on vous met la pression, mais vous nous mettez aussi la pression pour faire les choses. Merci.